Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en présence de Madame Véronique Drake, qui est directrice de la chaire ESSEC Leading a Beauty Brand et professeure aussi à l'ESSEC. Et pour la petite histoire, Véronique a été ma professeure quand j'étais en Master 2 à l'ESSEC en MIPC. Je suis très heureuse qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Donc, je vais me présenter. Je suis Pauline Lefort, je suis la présidente de YPB. Je ne vais pas représenter YPB parce que vous connaissez l'association, donc la première communauté des jeunes professionnels de la beauté. Et je vais laisser la parole à Madame Drake qui va nous parler d'un très beau sujet aujourd'hui. Chanel, la maison Chanel, ses codes et sa beauté. Merci Véronique d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Pauline. C'est un grand plaisir tout d'abord et un grand honneur pour moi d'avoir ce temps de partage avec vous tous. J'ai eu la chance d'avoir certains d'entre vous comme étudiants et nos échanges à différents moments étaient toujours nourris par une passion commune pour la beauté. Donc moi, j'enseigne à l'ESSEC depuis 2008. Je suis professeure de marketing depuis une trentaine d'années, passionnée par la transmission. J'ai vraiment un profil très très opérationnel, empirique, mais j'enseigne en fait la gestion des produits de luxe avant d'enseigner la beauté, avec des références surtout sur les créateurs, leur vision, leur code, ce qu'ils ont légué, la manière dont l'héritage a pu se transmettre en fait ensuite aux différentes équipes. Et quand on parle d'une maison comme Chanel, on parle d'héritages qui ont plus de 120 ans, donc c'est assez extraordinaire de voir avec quel scrupule, pérennité et créativité les équipes successives, elles ne sont pas très nombreuses, puisqu'on en est au troisième créateur après Mademoiselle Chanel, ont réussi à faire de cette entreprise un des premiers acteurs et un acteur très, très, très déterminé, assez solitaire dans l'univers des grands groupes internationaux de luxe. Voilà, donc ce que je vous propose, Pauline, on va démarrer tout de suite. Voilà, je vais juste partager mon écran avec vous. Vous me laissez voilà, un court instant. Donc, je me propose aujourd'hui, après vous avoir introduit sur Chanel rapidement, c'est d'essayer de vous montrer en quoi finalement Chanel Beauté utilise avec parcimonie, avec beaucoup d'à-propos, en fait, les différents codes, les différentes valeurs, les produits iconiques laissés par Gabrielle Chanel, par Mademoiselle Chanel, par Coco Chanel, devrais-je dire. Alors Chanel, c'est tout d'abord un personnage extrêmement complexe, car elle a eu un démarrage très difficile, comme beaucoup d'ailleurs de créateurs dans la vie, un passé très douloureux, voyez-vous, ai-je indiqué, et une fausse histoire vraie. Donc ça, il faut vraiment comprendre qu'elle a tellement souffert dans son enfance. En gros, les souffrances auxquelles je fais référence, c'est la perte de sa maman quand elle avait 12 ans. Ses parents étaient au départ pas mariés, ils ont eu 6 enfants en tout, 5 simplement ont survécu. Et malheureusement, à la naissance du 6e enfant, sa maman décède en gros vraiment d'épuisement, de phtisie, disait-on à l'époque. Elle avait une faiblesse pulmonaire. Et son père, qui était vraiment quelqu'un de très volage, qui était, vous voyez, vendeur sur les marchés, c'était un forain qui allait de ville en ville et de femme en femme, il faut quand même l'avouer, va abandonner, aussi durement que cela puisse paraître, ses 3 filles dans l'abbaye d'Aubazine que vous avez ici sur votre gauche, et les garçons seront confiés à des métayers, en fait, ils seront placés comme ouvriers agricoles. Donc en fait, Chanel, de ce passé très douloureux, va faire finalement, elle aurait pu s'effondrer, mais elle va être ce qu'on appelle aujourd'hui résiliente, elle va faire finalement de ses actifs une force, et elle va bien évidemment représenter dans son œuvre créatrice, que ce soit de la couture, des parfums, une attitude, une élégance, des éléments qu'elle a croisés dans son passé. Donc là, sous vos yeux, vous avez déjà tout ce qui va concerner en fait l'abbaye d'Aubazine, qui est une abbaye cistercienne, donc très austère, en Corrèze, une région éloignée à l'époque. Elle est née, elle, en 1883, donc elle y rentre en 1895 et elle n'en sortira qu'à pratiquement 18-19 ans.
Elle est la parente pauvre, en fait, que l'on va recueillir avec générosité. Donc, certaines petites camarades, elles ont les moyens, rentrent le week-end chez elles, par exemple, mais elle est en permanence dans cette abbaye, dans lequel si vous voulez, son luxe va être tout d'abord probablement, tout simplement des dortoirs avec des couvertures sombres, des draps blancs. Donc, le noir, le blanc, ça arrive vite. Les cornettes blanches des religieuses sur une grande robe noire. Là aussi, vous voyez bien que le code de Chanel, qui est complètement noir et blanc, toujours avec, vous voyez, on va payer chez Chanel le fait de mettre une empeigne, c'est-à-dire une trace noire ici, vous voyez, sur les sacs. Donc, ce noir et blanc, il est présent absolument, absolument partout et c'est certainement le premier code que l'on identifie. Donc, cette rigueur va être contrastée, en fait, par la magnificence des ornements sacerdotaux et en particulier tous ces éléments de calice que vous avez sous les yeux, crucifix, broderies, vont développer chez Chanel le goût d'un or un peu byzantin, un or mat. Donc vous le voyez ici, ça c'est la miniature de décembre 2021. Donc cet or un peu mat qu'on retrouve aussi sur certains produits de beauté, on y reviendra, ça vient du contraste entre la magnificence pour honorer Dieu et la rigueur donc de la vie monacale. Alors, on a beaucoup dit aussi que Chanel, en fait, avait peut-être découvert quelques éléments dans les vitraux. Là, vous avez un exemple du vitrail d'Aubazine et puis la reproduction d'une montre joaillière de très grand prix qui reprend en fait ce graphisme. J'y reviens dans un instant. J'ai indiqué sur ce slide une fausse histoire vraie, c'est-à-dire qu'elle va toute sa vie avoir à cœur en fait de raconter son histoire à différents biographes qu'elle n'autorisera jamais de son vivant à publier. Lilou Marquand, bien évidemment Edmond Charleroux qui a écrit L'Irrégulière ou Mon itinéraire Chanel, et puis surtout Paul Morand qui était en fait exilé en Suisse pour fait de collaboration, mais qui va la rencontrer à ce moment-là en Suisse pendant 10 ans et qui va écrire un livre paru quelques années après la mort de Chanel, 5 ans après sa mort, en 1976, qui s'appelle L'allure de Chanel. Donc, je pense que l'allure, ce mot allure résonne à vos oreilles, on y reviendra. Elle n'était pas facile, Gabrielle Chanel, aussi dure que généreuse. Vous avez ici, voyez-vous, une vision de Chanel, sa détermination quand elle est assez jeune. Elle a un peu plus de 30 ans sur cette photo. C'est une femme affirmée qui est un peu l'héritière de ce qu'on appelle les flappeurs, c'est-à-dire ces femmes des années 20 qui avaient vécu la guerre, qui avaient tenu véritablement l'arrière d'une manière formidable pendant la Première Guerre mondiale et qui fumaient dans un fume-cigarette, qui conduisaient leur automobile. Donc, elle a cette détermination. Et puis, tout à fait à la fin de sa vie, vous la voyez là aussi quand même bien campée sur ses jambes, alors qu'elle a pratiquement 90 ans, toujours avec cette élégance, mais avec également, vous voyez, un côté un peu méprisant, vous le ressentez, dans un univers baroque. Elle est sobre, elle, mais elle est dans un univers vraiment baroque. J'ai indiqué aussi une détermination et des choix rupturistes. En fait, si on veut comprendre la maison Chanel, c'est une maison de paradoxe. C'est à la fois beaucoup de féminité et à la fois beaucoup d'emprunt au vestiaire masculin ou au vestiaire professionnel. Je prends juste un exemple. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle a été complètement, si vous voulez, comprise et valorisée par ses héritiers, tant business qu'artistique. Je fais référence à la famille Wertheimer, qui va devenir propriétaire progressivement, d'abord en 24 des parfums Chanel, et ensuite en 54 au moment de la réouverture après la Deuxième Guerre mondiale, donc propriétaire de la maison Chanel. C'était en fait les gens qui étaient au départ propriétaires de bourgeois, qui a aidé Gabrielle Chanel à produire le 21 correctement. Et puis artistique, je fais bien sûr référence, vous en doutez, à Karl Lagerfeld, qui avant de démarrer en 83 la reprise véritablement et la réouverture et le renouveau de la maison Chanel, va se plonger d'une manière intense pendant 2 ans dans les archives et va comprendre intimement ce que Chanel a pu léguer. Alors, la beauté, elle reprend vraiment, vous voyez, ces codes-là. Le noir, le blanc, l'or. J'ai indiqué des lignes claires, droites ou rondes. Par exemple, Chance est un parfum qui est destiné aux plus jeunes, qui est un peu plus rond comme élément. Et puis, ce fameux logo, en fait, aux deux C entrelacés. Et cette identité visuelle qui est très forte
elle est identifiable dans n'importe quel point de vente au monde et elle s'enrichit progressivement. Alors, plutôt récemment, comme vous le savez, avec cette ligne numéro 1 de Chanel, eh bien, de produits peut-être un peu plus modernes, mais toujours dans les codes, du rouge, des chiffres. On va le voir ensemble dans un instant. Donc, quelles sont les icônes maintenant de Chanel, avant de vous parler de la beauté? Chanel, c'est d'abord le tailleur. Il est d'abord en jersey. Elle trouve cette matière parce qu'elle veut remplacer, en fait, il n'y a plus rien en 1916. Elle ne trouve qu'un matériau chez Rodier qui fournit en fait des pyjamas pour hommes. Elle va l'utiliser et ce jersey, qui est d'ailleurs le nom d'un parfum d'une vie, elle va l'utiliser tout droit. Elle va couper tout droit son tailleur. Elle ne peut pas faire autrement parce que le jersey, c'est très, très souple. Et c'est là où on a déjà, si vous voulez, la ligne très très fluide et facile d'un tailleur Chanel. Le tweed, ça arrivera avec l'arrivée d'un de ses amants, le duc de Westminster, qui l'emmène dans le nord de l'Écosse, où coule cette rivière dans laquelle sont lavées les laines magnifiques et tissées justement de cette matière. Et on va, pour lui donner en fait un peu de tenue, border le bord soit d'un ruban noir en coton, qu'on appelle du gros grain, soit d'une passementerie reprise dans les fils du tweed, et on met une petite chaîne pour avoir un bon tombé, une bonne allure. Il y a toujours ce côté strict et facile, toujours ce paradoxe. Le twin set, on n'utilise plus tellement ce terme, mais c'est un petit t-shirt en maille, souvent en cachemire un fil, avec un petit gilet rond boutonné, là aussi facile à enfiler, et qui va rendre cette tenue du tailleur Chanel un peu plus sportswear. La petite robe noire, 1926, elle va à l'opéra, elle voit toutes ces femmes qui ont des robes bariolées, extrêmement voilà, un peu cocotte, un peu trop acidulée, et elle va utiliser la couleur du deuil pour la transgresser et la transposer vers un élément de notre garde-robe. On a toutes plusieurs petites robes noires qu'on peut accessoiriser en fait à l'envie. Donc il y a ce côté facile chez Chanel, mais quand même très élégant et très sophistiqué. Les chaînes, les médailles, les boutons bijoux, ça c'est sa grande folie. Elle adorait ce côté, vous voyez, empilement voilà, de chaînes autour de la taille, par exemple, une ceinture bijoux qui va être reprise d'ailleurs dans les bandoulières du 2,55. Ces boutons de son tailleur, elle va les reprendre comme boucles d'oreilles, souvent en empruntant en fait des motifs à des pièces romaines qu'elle a trouvées lors de son premier voyage en Italie sur le Forum à Rome. Tout est l'histoire de sa vie. Elle adorait les perles, mais elle n'avait pas les moyens au départ, donc elle mettait comme moi des fausses perles, mais qui rapportent en fait de la lumière au visage. Et au moment où rien ne va, elle va utiliser des vrais diamants. En 1932, c'est le pire de la crise économique. Et là, elle décide d'investir dans des vrais diamants et de le proposer à sa clientèle, et ça va faire fureur. Et puis, bien sûr, elle adore les numéros. Numéro 5, en majesté, ce numéro 5 qui est mythique, qu'on n'aime pas forcément, mais qui est le parfum d'une tante, d'une grand-mère, le parfum d'un souvenir, modernisé avec Olivier Polge, avec l'eau, par exemple, pour votre génération. Et puis les exclusifs, sur lesquels aussi je vais revenir, qui sont vraiment les parfums d'une vie. Donc, les codes qu'on va voir ensemble, le noir, le blanc, les lignes droites ou rondes, les chiffres. Numéro 19, moi, c'est mon parfum, par exemple. Voilà, ce 19, c'est le 19, en fait, le 19 août, qui était sa date de naissance. Il va être lancé, c'est un chypre vert assez original pour vous, mais pour moi, très familier, parce que c'était la mode, comme vous, c'est les gourmands, moi, c'était la mode des chypres, quand j'avais votre âge. Numéro 1 de Chanel qui vient d'être lancé. 32, c'est un parfum d'une vie. Vous savez, les parfums exclusifs de ce type-là, mais c'est justement l'année des diamants. 57, c'est l'année où elle va créer en fait ce fameux soulier bicolore noir qui nous permet de trotter facilement, et beige. Le numéro 22, c'est un parfum qu'elle adorait. Le beige, on va y revenir, le rouge, le tweed, le baroque, le camélia. Vous voyez ici, ça c'est le camélia imprime ce petit catalogue en fait de bijoux merveilleux. Je vais y revenir aussi. Le matelassé, qui était simplement le coussin qu'elle se mettait sous la tête, et la pierre de taille qui habille tout le quartier de la rue Cambon et de la place Vendôme. Alors, les valeurs maintenant, les valeurs de Chanel, c'est la liberté de mouvement, c'est la rapidité de l'après-Première Guerre mondiale, où tout le monde a eu envie finalement de regarder vers demain. Il y avait des danses, vous voyez, par exemple, très rapides. Le twist, le foxtrot, ce genre de danse, eh bien, le tailleur Chanel, c'est l'opposé finalement d'une mode avec un corset, d'une mode avec des baleines.
Mais c'est aussi dans le paradoxe parce que cette mode très fluide, avec le jersey, avec effectivement des chaussures qui vous permettent de trotter, un tailleur que l'on peut mettre dans son petit havre-sac, dans sa valise très rapidement et le défroisser et être impeccable, eh bien en fait, Christian Dior va s'opposer 20 ans après à Chanel et va remettre de l'architecture dans les robes. Mais en tout cas, elle, en empruntant à des vestiaires très très différents du vestiaire féminin, des vestiaires professionnels, comme par exemple le palefrenier pour l'équitation ou le cavalier, des vestiaires très masculins avec effectivement quelquefois des nœuds un peu cravatés, avec ce côté du blanc, du noir, de la sobriété masculine. Elle va créer une élégance, elle va créer une allure vraiment très française et qui est absolument incomparable. Beaucoup d'assurance et de la discrétion en même temps, le chic et le charme, la féminité dans l'accessoirisation. Et puis, elle s'adresse aussi à des femmes plutôt astucieuses. Il y a une prétention quelque part chez Chanel, et je vous donne juste un exemple hors beauté, et là après je plonge dans la beauté. En fait, quand vous regardez Charlotte Casiraghi, elle a fait de la philosophie comme étude. Elle est aujourd'hui à la tête en fait de ces cafés philo, de ces échanges. Allez, je vais être un peu désagréable. Je ne sais pas si c'est ultra intellectuel, mais en tout cas, ça veut l'être. Et ça nourrit en fait aussi ce territoire d'une femme qui pourrait se projeter comme étant très maligne, ce qu'elle n'aimait pas du tout Monsieur Lagerfeld. Et en fait, sa disparition laisse la place à nouveau à un petit peu d'intellectualisation. Je ne suis pas sûre que ce soit très vendeur. Mais bon, on verra. Alors, on commence ensemble. Et à chaque fois, vous voyez, je vais vous donner des éléments, des codes, voilà, des grands assets, en fait, des grands actifs de la maison Chanel avec des exemples dans la beauté. Je commence par le double C. Il y a eu plein de légendes là-dessus, les vitraux, Coco Chanel, etc. Elle va l'adopter assez vite. Il est introduit en fait notamment sur les parfums à partir de 1925 et ce code en fait provient d'une rencontre avec une femme américaine qui avait beaucoup d'argent, qui était une héritière, Irene Bretz. Elle avait un très joli château, le château de Créma près de Nice, et elle avait en fait fait mettre dans ses armoiries, ou plutôt dans les armoiries d'un de ses cousins, dont elle se servait comme blason, c'est sur votre gauche, le double C. Cela ne voulait pas dire du tout Coco Chanel, ça voulait dire château de Créma. Et en fait, Coco, qui fut surnommée Coco assez tôt, dès 1907-6, quand elle rencontre en fait un officier de cavalerie à Moulins qui s'appelait Étienne Balzan, et qu'elle lui chante une petite chanson, Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro. Je ne vais pas chanter parce que le soleil est revenu, mais Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro. Elle a prétendu, elle a menti, elle a dit que c'était son père qui l'appelait comme ça. C'est faux. C'est cette chanson qui lui a donné en fait ce petit surnom. Et Coco, c'est très mémorisable, donc c'est génial. Ben, elle s'est dit, ben oui, le double C, Coco Chanel. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc sur votre au milieu, vous avez bien sûr le sigle en majesté, et puis cette petite eye palette avec le matelassage du Coco Code. Hein, ce n'est pas le matelassage du 2,55, mais c'est un matelassage droit. Vous voyez, il n'est pas en biais, avec le double C au-dessus. Ça, c'est très Chanel. Et là, vous pouvez vendre beaucoup plus cher votre palette, bien évidemment, que si vous n'y mettez rien. Autre code, vous voyez encore notre double C, la griffe de Chanel. Une griffe, ça veut dire une signature qui fait référence à une créatrice reconnue ou un créateur reconnu internationalement pour la qualité de ses produits. Hein. C'est ça une griffe par rapport à un logo. Eh bien, Chanel, c'est une griffe. Et là, du noir, du blanc, comme je vous l'ai montré, voilà, un peu plus récemment, par exemple pour les parfums voilà, qui sont un peu plus exceptionnels, Paris, Édimbourg ou Missia, on aura toujours, vous voyez, du blanc mais gancé de noir, un peu comme les tailleurs sont gancés d'une passementerie. Le noir, le blanc, on a vu le double C, le rouge maintenant. Et le rouge, vous allez peut-être être surpris, mais vous voyez, je n'ai pas pris mon cher rouge Allure, que j'adore, mais qui est là quand même, voilà, que vous connaissez toutes. Je commence par quelque chose d'incroyable. En fait, en 2018, une de mes étudiantes de l'ESSEC a participé au projet en fait, du lancement du numéro 5 teinté de rouge. On a touché au vraiment flacon et à la bouteille faite, dessinée par la Ligue, sacrée de numéro 5. Au départ, peut-être pour recréer, c'est vrai, un intérêt autour de numéro 5, mais le vrai but
était surtout, en fait, de faire une concurrence. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais au rouge Dior, qui faisait une offensive terrible, et à maintenir le rouge à lèvres, rouge allure, hein, celui-là, vous le connaissez, celui qui s'ouvre, alors vous voyez, du doré mat, d'un seul geste, tac, et hop, 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 c'est génial quand même, hein. Ça c'est Chanel, d'un clic. Et donc, on va relancer, vous voyez, le rouge associé à Chanel par le numéro 5, parce que ça, c'est vraiment incontournable. Et ce sera vraiment important. Le rouge chez Chanel, le rouge à lèvres, il est là depuis 1924, chers amis. Et le premier étui, vous voyez, dans lequel le raisin de rouge à lèvres était conditionné, eh bien, il était rond. Alors ça, c'est nouveau, mais il y avait du noir et du blanc déjà, comme sur le numéro 5, et il y avait juste ce petit bouton poussoir doré mat. Donc, les codes de Chanel, ils sont là très tôt, avec la forme ronde, ce que moi, jamais, voilà, j'apprécie pas mal. Je reviendrai au rouge dans très peu de temps, mais je voudrais passer au beige. Le beige était sa couleur absolument préférée. Pourquoi? Parce que Chanel, c'est celle qui nous a autorisé à nous tanner la peau, à aller au soleil, à aller au grand air, à respirer l'air pur, à faire un peu d'exercice, vous voyez, à sortir un peu de ces villes très confinées. Le beige et le côté un peu bronzé était complètement vraiment banni parce que quelqu'un de qualité ne pouvait pas travailler au champ. Il n'y avait que les ouvriers agricoles qui avaient ce teint en fait allé. Alors on a beaucoup dit que c'était Chanel qui l'avait mis à la mode. C'est faux. C'était Jean Patou un peu avant elle. Il avait lancé un produit bronzant qui s'appelait l'huile de Chaldée. L'huile de Chaldée comme la Syrie, en fait. Et donc, elle va reprendre cette idée, elle va mettre à la mode l'huile Tann. Alors, j'aurais pu la mettre ici. Et du coup, si vous voulez, ce teint un petit peu moins blanc que la mode d'avant, la mode de 1900, c'était de se mettre vraiment une poudre de céruse terrible. Le beige va devenir en fait une couleur qu'elle apprécie. Donc, ce teint doré, c'est aussi la couleur du sable. Le sable qu'elle découvre à Deauville, elle avait rien. Il faut imaginer, quoi. Elle a quitté sa boutique où vraiment, elle gagnait sa vie durement avec Étienne Balzan, cet officier de cavalerie. Elle avait pratiquement 20 ans, 21 ans. Elle n'a jamais fait la fête avant. Il n'y a pas eu de boom à 12 ans, à 13 ans, à 15 ans, enfin bref. Donc, en fait, elle découvre la mer avec Deauville, Étretat aussi. Il y a des photos qui la montrent à Étretat, mais surtout Biarritz, où elle va passer 2 ou 3 grandes années de guerre à partir de 15-16 avec l'amour de sa vie, Boy Capel, que vous connaissez. Donc, vous voyez, ces beiges, eh bien, les beiges de Chanel, on va les retrouver partout. On les retrouve ici avec associé, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais là, plutôt ici, Véronique, le tweed, hein, ce tweed beige. C'est pour ça que je vous ai mis ce mélange de tissus. Et les beiges Chanel, c'est vraiment un asset incroyable. Là, vous allez retrouver, en fait, sur cette petite publicité, bien sûr, le double C et cette couleur incomparable qui est la couleur finalement de l'élégance, mais qui réchauffe aussi. En haut, un petit visuel d'un parfum exclusif beige qui fut lancé très tôt. Voilà. Et aujourd'hui, quelque chose de très récent. Alors, donc, beige, le parfum a été lancé en 2008 dans la collection Les parfums d'une vie, les exclusifs, mais très récemment en 2020. J'espère que vous allez admirer ce magnifique coffret avec les maisons d'art fait par Le Marié, qui est le plumassier, donc qui fait tous les camélias. Ça aurait pu être avec, par exemple, Le Sage. Et Baccarat a réalisé un flacon en fait beige qui reprend la forme du numéro 5, mais qui est en cristal, alors que le flacon numéro 5 fut au départ conçu par René Lalique, hein, ce grand verrier. Donc, Monsieur Polge, Olivier Polge, fils de Jacques, qui était le parfumeur avant de Chanel, mais qui a pris la suite, nous dit l'extrait beige est un bouquet éclatant d'aubépine, ce qui est nouveau dans la fragrance, de frésia, de frangipanier, donc ça c'est les vacances, hein, c'est le tiare, le frangipanier, enrichi d'absolu de jasmin exotique, donc c'est pas celui de Grasse, c'est certainement le sambac d'Inde, et de rose de mai, là c'est Grasse, souligné de notes mielées. Et pour une somme tout à fait accessible, 10 000 €, oui vous avez bien entendu, 50 millilitres, le monde est fou et j'aime bien le démontrer. Vous pouvez voilà, faire l'acquisition de ce coffret complètement exclusif.
Ce doré mat, on le retrouve partout. On le retrouve bien sûr dans les produits anti-âge les plus coûteux, Sublimage. On va le retrouver aussi dans numéro 5 avec la lune qui fait référence à la préciosité de ligne de haute joaillerie de Chanel lancée en 1932 avec des comètes, avec des étoiles et ces vrais diamants au moment où le monde traverse une crise économique très forte. Donc ce doré mat, je vous l'ai montré, vous voyez, on va le retrouver aussi sur toutes les petits rubans de Chanel. J'en ai beaucoup d'exemples. Là, voilà, je vais vous montrer celui-ci. Ça, c'est un ruban, vous voyez, pour Gabrielle au moment du lancement, pour les cadeaux, Gabrielle Chanel, et c'est du doré mat. C'est vraiment ce doré qu'on trouvait dans les mosaïques byzantines. Et le style byzantin, c'est un style de joaillerie que Chanel a beaucoup développé avec Fulco de la Verdura, qui était un grand créateur sicilien, émigré ensuite aux États-Unis dans les années 33, 34, 37. Hein. Donc, il y a vraiment des raisons, si vous voulez, liées au passé. Alors, dans le vocabulaire aussi de Chanel, on retrouve tous les points de sa vie. Chanel, Boy, l'amour de sa vie, Arthur Capel, un Anglais dont je vous reparlerai. On retrouve malheureusement trop son prénom. Je vous choque, mais moi, je prends parti. Gabrielle, elle n'aimait pas son prénom. Gabrielle a été remis au goût du jour par les équipes de Chanel, qui étaient peut-être un petit peu à court de nom. Je ne suis pas sûre que ça lui aurait plu. Mademoiselle, bien sûr, jamais de madame chez Chanel. Beige, 1932. Missia. Missia était sa grande amie. Et Missia l'a accueilli, lui a ouvert les portes du tout Paris parce que Chanel, qui était dur, était aussi généreux, je vous l'ai dit au début. Et au tout début de son Chanel Mode, donc vraiment dans les années de l'immédiate après-guerre, 1918-19, elle rencontre Missia. Chanel, elle a déjà pas mal de moyens parce qu'elle réussit beaucoup dans les accessoires, les chapeaux, qui est le début de sa vie. Et elle porte un manteau de fourrure sur les épaules. Et Missia, qui est à ce dîner, lui dit « Oh, mais Coco, vous avez un merveilleux manteau. » Et dans son élan de générosité, elle ôte son manteau de fourrure qui valait un grand prix. Elle le met sur les épaules de Missia. Elle dit « Il est pour vous, il vous fait plaisir, je vous le donne. » Et par ce geste, Missia va s'attacher à vie avec des hauts et des bas, comme toute amitié, hein, surtout féminine, mais elle va s'attacher à vie à Chanel, elle va lui ouvrir toutes les portes, en fait, de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, et Chanel sera un fournisseur apprécié. Et ça, ce sera formidable. Elle lui rendra la politesse en l'accompagnant dans sa fin de vie. Missia, par exemple, au moment du drame qui est la mort de Boy Capel, il meurt en 1919 dans un accident de voiture. Toute la vie de Chanel, c'est une succession de déchirements. Elle va arracher en fait Chanel à son chagrin et elle l'emmène en Italie avec son mari, José Maria Sert. Elle lui fait découvrir Rome, d'où les boutons bijoux, pièces de monnaie qu'on retrouvait au forum, d'où un peu plus loin Venise qui les accueille. Ce sont les photos que vous avez là. Le Lido à Venise, c'est une plage merveilleuse en face du Danieli, en face de la Sérénissime, et où vraiment Chanel va découvrir le farniente, un certain abandon et puis ce beau temps qu'elle apprécie. Donc, elle va reprendre en fait cette Méditerranée, ne va plus la quitter, elle va se faire construire une très belle villa, La Pausa, à Roquebrune, Cap-Martin. Je vous ai parlé des paravents de Coromandel, le Ritz, on verra ça. Elle a aussi, bien sûr, ces villes comme Biarritz qui l'accueillent pendant la Première Guerre mondiale. Elle fuit la ligne de front et elle va s'installer au plein centre de Biarritz. J'y suis encore allée la semaine dernière. C'est une librairie, le bookstore, qui est vraiment tout à côté du casino. Et je suis montée dans les étages et j'ai retrouvé la rampe d'un certain architecte qui s'appelle, c'était Suémar qui avait fait cette rampe et elle a connu ces lieux-là, donc c'est assez touchant, je trouve. Et puis, la chance aussi, elle était ultra superstitieuse. Le 5, c'est pas un hasard, c'est pas que la fiole numéro 5, c'est aussi le numéro qui porte chance à un jeu de casino qui s'appelle La Boule. Et elle y jouait à Biarritz avec les grands-ducs, etc. Donc, c'est vraiment amusant. Bon, le Café Society, c'est aussi une collection chez Chanel. Ça n'a pas été une collection à ma connaissance. Je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science absolue. Je ne crois pas que ça a été une collection de maquillage, mais vous voyez,
Café Society, ça a été une grande collection de joaillerie parce que c'est l'entre-deux-guerres, c'est les Américains sur la Côte d'Azur, c'est la Riviera. Donc, ce wording, on le retrouve. Je vous donne l'exemple de Gabrielle et vous voyez, j'ai choisi une photo où elle n'est pas contente parce que je suis sûre qu'elle aurait fait cette tête-là si elle avait vu que les équipes Chanel avaient d'abord lancé un sac, puis finalement ce parfum. Alors, ce parfum, le flacon est merveilleux, hein, ce flacon extraordinairement facetté. Hein, vous voyez l'or mat aussi. Vous voyez, c'est un or incroyable. Il est presque argenté, presque or rose. Enfin, c'est super bien fait. On a un très beau bouquet de fleurs blanches, mais Gabriel marche pas mal, mais il n'a pas tout à fait tenu au départ, en tout cas, les promesses qu'attendaient les équipes. Coco maintenant dans le wording. Eh bien, Coco, c'est Coco Crush que vous avez en bas avec une ligne de joaillerie accessible et du matelassage. Mais ce fut en 84 l'immense parfum Coco que vous détesteriez, très oriental, très, très, très ambré. Et l'égérie en était la représentante, bien sûr, de Chanel sur Terre à l'époque, qui était Inès de la Fressange. On a eu ensuite Coco Noir, Coco Noir qui a relancé, et puis on a eu l'immense succès de ce nom merveilleux, Coco Mademoiselle. Ça, techniquement, c'est ce qu'on appelle un endossement, vous voyez, en marketing. Ça ne coûte pas cher de faire ça, parce que vous avez déjà Coco, vous mettez Mademoiselle, vous le déposez ou pas, c'est à vous, et ça fonctionne très bien. Et là, Keira Knightley a fait un travail formidable. Alors, je vous montre juste aussi ceci, parce que Coco, à un moment, Inès de la Fressange, elle s'est fâchée avec Monsieur Lagerfeld, qu'elle était un petit peu, voilà, un petit peu trop dominatrice. Et ils ont eu l'idée géniale d'aller chercher Vanessa Paradis. Vanessa, oiseau de paradis. Donc, voilà, un oiseau qu'on met dans une cage. Et la cage était un instrument, un élément du décor de Gabrielle Chanel. Donc, on reprenait en fait cette idée, vous voyez, de cage. Et moi, j'ai une petite miniature que j'adore, qui est une de mes favorites de ma collection. Alors, je vais essayer de vous la montrer, je ne sais pas si ça va marcher. Mais il y a une petite cage, je ne sais pas si vous voyez la petite cage, et dans le fond, il y a un motif des paravents de Coromandel. L'oiseau est là, et ma petite cage, elle est juste là. Voilà, elle est sur ce socle-là. Elle ne se voit pas beaucoup, mais elle est ici. Là, j'ai le doigt dessus, vous voyez. Voilà, et donc ça, c'est vraiment une miniature tellement Chanel, tellement bien faite, quelque chose, à mon avis, d'assez génial. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Bon, l'illustration de gauche, ça, c'est du brand content, dirions-nous aujourd'hui, c'est du matériel, disait-on en 1992 quand ça a été lancé. Vous avez Jean-Paul Goude, etc. Et vous voyez que en sémiologie, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a quand même un oiseau de paradis parfait, donc elle a fait un job génial, mais elle est attachée par ce fil rouge, elle est attachée parce que le parfum, c'est quand même la séduction et puis un certain attachement au séducteur. Donc ça, c'était la représentation de l'époque. Sur votre droite, eh bien, on a le renouveau. On a été chercher la fille d'Elie Rose Depp, bien sûr la fille de Vanessa Paradis, pour être finalement le renouveau, le rajeunissement complet du numéro 5. Donc, il y a une jolie histoire qui s'écrit et qu'on va retrouver à travers le rouge coco. Rouge coco avec d'abord, bien évidemment, en 2014, Vanessa Paradis, qui est une ambassadrice de la maison, que moi je trouve assez exceptionnelle, à la fois d'autorité et de retenue. Donc, elle a un côté très Chanel. On a eu, voilà, beaucoup d'opus, hein, le rouge Coco Shine, là, donc voilà, donc vous avez ici un petit gift with purchase très sympa. Vous avez eu rouge Coco Gloss, rouge Coco Flash qui mettent en scène à nouveau Lily Rose Depp. Donc ça, c'est assez génial pour le Bloom surtout. Mais on a vraiment, vous voyez, cette espèce de famille de produits, famille Chanel qui va donner en fait des repères récurrents aux différents clients. Toujours dans ce wording, le naming et Chanel, ça aussi, c'est pour vous montrer que si vous voulez rejoindre ce type de maison, il faut quand même être un peu curieux de la culture parce que tous les noms des rouges coco ont été baptisés des amis en fait de Chanel et elle en a eu beaucoup. Donc quand vous avez Arthur, c'est Arthur Capel, son amant, Dimitri Romanov qui lui a présenté Ernest Beau pour le numéro 5. Vous avez eu par exemple également
voilà, comment elle s'appelait, Roussy, c'était la deuxième femme de José Maria Serres. Donc, vous voyez, ça, on s'éloigne un petit peu de beaucoup d'éléments. Vous avez eu, bien sûr, l'épouse de Bronstein, de Stravinsky, Jean Cocteau, Missia, dont j'ai déjà parlé, Julia, qui était sa sœur décédée, Adrienne, qui était sa tante du même âge, etc., etc. Et donc, vous allez créer en fait tout un cercle autour de la gamme des produits, des rouges, où ce sont comme des amis. Hein, ce sont les amis de Chanel qui s'invitent en fait dans votre boudoir et dans votre sac à main. Donc, j'aime Adrienne, j'aime Emilienne. C'était aussi voilà, une belle horizontale, une grande horizontale comme Chanel l'était. Elle était courtisane au début de sa vie. Chanel, il fallait bien qu'elle survive. Hein, il faut... Donc, Emilienne, voilà, l'était, d'Alençon. Voilà, et on a beaucoup, beaucoup de gens, Jeanne, sa maman, voilà, c'était une sorte d'univers un peu fantasmé de l'entourage de Chanel. Je continue avec quelques codes. Le code matelassé, vous voyez sur votre gauche, Chanel, allongée non pas dans son appartement privé, elle vivait dans une chambre au Ritz, dans 2 chambres de bonne au Ritz, mais elle avait créé en fait un appartement d'apparat et d'après-midi au-dessus de sa boutique et au-dessus de ses salons, où elle se reposait le soir et elle s'appuyait sur de gros coussins matelassés en daim. C'était la mode à l'époque, c'était très confortable, plume à l'intérieur. Eh bien, elle va créer en fait le fameux sac merveilleux de 55 qui reprend la forme d'une gypsière en fait de chasse. Donc là aussi, emprunt à un univers professionnel différent de celui de la mode, qui n'a rien à voir avec la féminité, l'élégance ou autre, mais qu'on peut rendre extrêmement féminin et élégant, avec de multiples poches pratiques, parce que Chanel, c'est aussi la praticité. Et ce rouge bordeaux qui permet de voir ce qu'on y met. Vous avez certainement remarqué que tous les intérieurs de sacs sont noirs, on perd toutes nos affaires, on devient hystérique dans un sac Chanel, certes coûteux. On retrouve son rouge à lèvres très facilement. En plus, il y a un petit étui pour cela. Et sur votre droite, eh bien, c'est voilà, c'est une collection finalement d'ombre à paupières qui va reprendre ce matelassage, permettant à Chanel de commercialiser ses produits avec 25% de plus qu'un produit équivalent, même dans le luxe. Et voilà, c'est pas compliqué. Alors, d'autres exemples, les chaînes. Les chaînes, c'était ces ceintures bijoux qu'elle avait, ces sautoirs avec quelques perles, quelques motifs. On les reprend, en fait, sur des poudres de soleil ou autres. Les perles, elle les adorait, mais fausses. Attention, comme les miennes aux oreilles, vous voyez, elles sont un peu baroques. C'est pas Chanel, mais ça pourrait l'être. Hein, finalement, des faux bijoux Chanel, parce que ça pourrait être à peu près ça. Eh bien, elle aimait les fausses perles. Donc, il y a énormément d'exemples, voilà, des bracelets de montre, des sacs, des perles sur l'eyewear, on les connaît toutes, mais on les a aussi dans la beauté. Et on va chez Chanel développer avec Capsum en fait un partenariat pour des sérums, pour des crèmes qu'on va appeler microfluidifiques ou une eau de teint comme les beiges qui va montrer des petites encapsulations comme des petites perles. Donc c'est très très Chanel parce que quand Guerlain a lancé ses météorites, oh ils n'étaient pas contents chez Chanel, ils avaient le projet. Ben, finalement, Guerlain a été plus rapide et donc voilà ce qui s'est passé. Bon, c'était il y a longtemps. Alors, des fausses perles, mais des vrais diamants. Donc, la collection de vrais diamants, c'est celle que je vous présente là, celle de 1932. Eh bien, 1932, c'est tout simplement, en fait, vraiment un clin d'œil et un parfum d'une vie. C'est une année très importante. Donc, cette collection de haute parfumerie qui s'appelle les exclusifs va reprendre, par exemple, Belle Respiro. Moi, j'habite à Garches, je vous parle de Garches, et à 500 mètres de chez moi, il y a Belle Respiro, la maison que Chanel a louée puis occupée entre 1919 et 1922. Voilà. Et donc, Belle Respiro, c'est un parfum un peu frais, comme la villégiature qui était finalement cette maison à Garches pour Chanel. C'était la campagne fantasmée des Parisiens. Autre exemple, Miss Yassert, vous pouvez vous en moquer, mais Miss Yassert, c'était un modèle pour Bonnard, c'était une femme extrêmement importante pour un groupe de peintres qui s'appelait les Nabis, cette amie de Chanel. Elle lui a ouvert les portes de Venise et donc on lui a dédié, bien évidemment, un parfum de la même manière. Donc, vous voyez tout ça, c'est des petits détails, mais qui font que il faut que votre connaissance en fait du personnage et de ce qu'elle représente soit vraiment assez fouillée et qu'on ne part pas dans tous les sens. Alors,
là, c'est un chapitre important. Le camélia, c'est une fleur graphique, mais c'est une fleur dite muette. Donc, c'est une fleur, si vous voulez, qui ne sent absolument rien. On la retrouve, en fait, sur cette broche, la broche en onyx sur laquelle vous avez les petits oiseaux m'intéressent beaucoup. Gardez-la bien en mémoire. Les autres sont des broches art déco avec des formes de camélia. Et ce camélia, je vais y revenir dans un slide, a donné, voilà, par exemple, vous voyez, une bague en onyx très imposante avec, j'avais adoré ça, ça a 15 ans ce visuel, mais ça m'avait fait rire, la French manucure façon Chanel, base de beige, le noir un peu comme les souliers, et puis le logo, c'était… Voilà, c'était un peu osé de tenter ça, mais je trouvais ça amusant. Une très belle montre joaillière dans laquelle vous avez de la nacre qui représente le camélia et le fameux collier diamant qui s'enfile comme un foulard, ce qui est quand même un brief incroyable pour un collier de diamant, et bien là, il est repris avec le camélia et puis un petit jeté de grosse émeraude quand même et parfaite. Donc vraiment, c'est, vous voyez, c'est ce côté un peu négligé, mais tellement riche, tellement chic et relativement simple. Alors pourquoi je veux vous parler du camélia? C'est parce que Chanel adorait les paravents du XVIIIe siècle en lac de Coromandel. Ce sont des paravents chinois qui avaient été importés par toutes les routes de la soie. Et dès qu'elle a eu de l'argent, elle était fascinée par ces paravents. Et au milieu, je vous ai grossi un peu les motifs. Vous voyez qu'on retrouve mon petit oiseau, cette petite hirondelle, et on retrouve la fleur de camélia. Et c'est cette fleur de camélia qu'elle a observée dans son environnement parce elle avait une trentaine, je crois, de paravents, quelque chose comme ça. Là, je vous ai mis un petit texte du site en fait de Chanel. Elle en avait une trentaine et elle les disposait pour réchauffer un peu son entourage immédiat parce qu'elle habitait à un moment, avant le Ritz, dans un hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré qui était un peu froid. Donc, le camélia, ben, voilà, ben, ça c'est un code, vous pouvez y aller tranquille. Ça, c'est tellement Chanel. Alors ici, avec un blush, une poudre scintillante et bien évidemment, j'atterris sur numéro 1. Les chiffres, on les a vus tout à l'heure, hein. Numéro 1 de Chanel avec le camélia. Et ce camélia, c'est un camélia rouge. Pourquoi? Parce que l'extrait de camélia rouge, réellement, cultivé à Gaujac dans le Lot, eh bien, est un actif formidable. Et là, vraiment, Chanel a, si vous voulez, avec ce numéro 1 de Chanel et en reprenant beaucoup en toile de fond ce camélia, ils ont tapé très fort parce qu'ils ont apporté toutes les valeurs en fait recherchées aujourd'hui, recyclabilité, upcycling, recharge, réutilisation de tout et respect en fait de la nature à leur marque de cosmétiques. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment été courageux en termes de développement. Je m'emballe peut-être un peu, mais j'en attendais pas autant d'eux en fait, pour tout vous dire, parce que beaucoup de maisons de luxe, c'est un petit peu du plâtrage, mais là, il y a un vrai travail. Des formules qui contiennent des ingrédients naturels, des emballages recyclables. Le capot de la crème, en fait, est fait en matériaux biosourcés à base de camélia. Toute l'encre d'écriture est organique. Il n'y a plus de petits leaflets, il y a bien sûr un flash code. Vous avez ce QR code imprimé partout. Et donc, j'ai trouvé aussi que finalement, ils ont aussi investi. Là, j'ai mis un petit peu de désordre autour de moi, Véronique, ça n'est pas bien. Bon, vous allez le voir comme ça. Mais vous voyez, ça, c'est l'échantillon. Eh bien, ils ont investi dans une machine à échantillons qui va découper en forme de camélia, en fait, l'échantillon. Et le présentoir, comme vous le savez, est aussi un présentoir en forme de camélia. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un joli travail et je voulais juste le partager un peu avec vous. Et en plus, ces produits semblent tout à fait efficaces. Autre univers, les voyages de Coco Chanel. C'était une nomade. Elle se promenait beaucoup. Et cette nomade va aller à Biarritz, à Deauville, on l'a vu. Elle va aussi voyager à Édimbourg, en Écosse. Et donc, on va avoir de merveilleux eaux de Cologne, Paris-Édimbourg, Paris-Deauville, Paris-Biarritz et Paris-Paris, le dernier, qui nous ramène au centre du travail et du domaine de Chanel. Toujours les codes, vous voyez, qui sont là. Et la forme, c'est la flasque vodka, un peu comme le numéro 5 du début, que portait Dimitri Romanov, toujours sur lui. Quelques autres exemples, Boy. Boy était le surnom de Arthur Capel, qui lui a ouvert un univers équestre. Un sac porte son nom. L'univers équestre a été mis en majesté lors du dernier défilé de Chanel avec Charlotte Casiraghi, qui a défilé réellement qui montait ce cheval. Et puis, bien sûr, Boy, c'est aussi une montre avec un bracelet en tweed et
une collection de make-up pour vous, messieurs, parce que vous êtes souvent oubliés, qui a été d'abord développée aux États-Unis et puis qui arrive doucement chez nous. Le tweed, toujours un autre amant. Vous savez, c'est très gala, hein, cet échange avec vous ce soir, avec le duc de Westminster, qui avait un super château en Écosse où coule la river Tweed, dans laquelle on lave les laines et les tissus tissés sur place. Et donc, ce tweed, elle le découvre, elle l'importe pour ses tailleurs et elle va en faire une palette de maquillage. Cette palette, elle est assez ancienne, elle a une quinzaine d'années et ça a été le premier acte très marketing, vous voyez, intégrant de l'histoire, intégrant une partie de l'histoire de Chanel. Là, c'est juste des exemples. Je vous présente à nouveau un coffret très coûteux, Gardenia, mais qui est travaillé par le brodeur Lesage avec le camélia. Vous voyez, camélia gardenia, parce que le gardenia sent très bon, mais la fleur se flétrit vite. Et on a tout à l'arrière de ce coffret du tweed, plutôt modernisé avec des couleurs vives, ce qui est vraiment ce que veut aujourd'hui Virginie Viard, hein. Elle travaille le tweed différemment. Chanel et le Ritz aussi. Chanel, le quartier de la rue Cambon, qui est juste derrière, vous le savez, la place Vendôme. C'est beaucoup de pierres de taille. C'est aussi le mythe du Ritz. Voici Chanel en haut, en tout petit sur cette photo, sur son petit balcon de sa chambre, tout en haut, vraiment, elle avait 2 chambres de service qu'elle avait fait réunir. Elle vivait un peu modestement. La suite en dessous est une réinterprétation du Ritz à 18 000 €. Mais ce que vous avez en bas à gauche, c'est vraiment les salons d'accueil en fait, du Sol Spa Chanel, très, très exclusif. Et puis, une petite palette qui met en scène en fait, la façade en pierre de taille de la rue Cambon. Donc, vous voyez que tout est bon chez Chanel pour créer de la beauté. L'allure aussi, l'allure de Chanel. L'allure de Chanel, c'est un ouvrage voilà, que moi j'ai chiné un jour dans une brocante, j'ai failli m'évanouir de joie quand je l'ai trouvé. Donc un livre de 1976, repris en 96, ça c'est la revue de presse qui a été envoyée aux journalistes, complètement illustrée. Bon, alors c'est pas très bon, hein. Je suis pas très très bonne avec mon zoom, voilà, complètement illustrée par Lagerfeld, avec le texte post-mortem donc de Paul Morand qui s'est appuyé sur des notes qu'il avait prises de Chanel et donc l'allure eh bien c'est ce qui définit Chanel et donc c'est ainsi que ce parfum a été lancé, que le rouge allure en fait aussi a été lancé et donc c'est vraiment un mot vous voyez du wording de Chanel. Et puis, je m'achemine un peu vers la fin de notre échange pour vous laisser poser des questions, mais je ne vous ai pas trop parlé du numéro 5 parce que bien sûr, ça c'est le mythe avant tout. Donc, je vous engage à aller sur Inside Chanel, cette merveilleuse chaîne YouTube où il y a 32 opus aujourd'hui. Le chapitre 15, autoportrait d'un parfum, est passionnant. Et donc, c'est vraiment faire vivre et faire durer le mythe. Chanel jeune, ici, avec Dimitri, qui va la consoler de la mort de Boy Capel. Une avalanche de références autour du numéro 5, le noir, le blanc, le C d'abord, puis le double C, puis finalement cette forme magnifique rentre au Musée d'Art moderne de New York. Elle est peinte, elle est lithographiée par Andy Warhol. Et puis Marilyn un jour interviewée, qu'est-ce que vous portez simplement quelques gouttes de numéro 5, voilà, pour aller dormir, a fait que finalement le mythe s'est construit, qu'il a failli échapper un peu à Chanel, mais ils sont rattrapés heureusement, et qu'on a eu une exposition donc au Palais de Tokyo, numéro 5, Culture Chanel. On a aussi la véritable histoire du numéro 5. On a énormément, vous voyez, d'éléments. Et elle-même, cette reine de la communication, s'est mise en scène dans finalement sa suite. Et elle a utilisé une photo pour vanter le numéro 5. Et Chanel, pour Coco Mademoiselle, va demander à Keira Knightley de prendre la même pose, mais avec des codes différents, une cheminée Louis XV, une robe de 1937, pour que ce soit vraiment Coco Mademoiselle. Mais vous voyez, il y a eu ces changements. Puis la modernité aussi s'inscrit vraiment dans la beauté chez Chanel. On va quand même oser toucher au mythe. On va lancer aux premières en 2008 avec Nicole Kidman. On va demander à Olivier Polch, quand il arrive, de vraiment rajeunir le numéro 5 avec une base beaucoup plus boisée. Et c'est Lily Rose Depp qui sera là pour numéro 5 L'eau, ce qui est un endossement encore. Et puis, on va fêter en 1921-2021 un centenaire époustouflant. Vous avez quelques visuels ici. Et puis, voilà, ce numéro 5 qui s'invite en doré sur les étiquettes, sur les palettes,
cette forme du flacon qui est complètement mythique. On a vraiment chez Chanel, aujourd'hui, je trouve un renouveau, la couleur qui revient, qui s'invite un peu partout. J'avais oublié de vous montrer le timbre aussi numéro 5 de Chanel qui a été lancé en février 2021. On a vraiment, si vous voulez, un vrai renouveau et de l'humour. La couleur, l'humour et Thomas Dupré de Saint-Maur, qui préside aux destinées en fait de la maison, est un homme qui a un respect infini des enfants. L'année dernière, il leur avait demandé de dessiner, c'est ce que vous avez à gauche, vous voyez, leur représentation pour la fête des mères. Comment tu ferais un dessin où il y aurait Chanel? Et puis là, eh ben, on les a fait monter on stage, ces beaux produits Chanel qu'on aime tous. Vous reconnaissez numéro 1, voilà, vos vernis préférés, vos lotions préférées. Et vous irez voir sur le site, mais pour la fête des mères, ils ont vraiment pris un peu de recul, un peu de décalage et fait plein de choses. Voilà, alors je terminerai avec juste 2 citations. Si vous êtes triste, mettez du rouge à lèvres et attaquez. Et personne n'est jeune après 40 ans, ça c'est la citation que je m'envoie, mais après tout, on peut être irrésistible à tout âge. Voilà ce que nous disait Coco. Merci beaucoup pour votre gentille attention et je réponds à vos questions avec un immense plaisir. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup Véronique, c'était vraiment passionnant, très complet aussi. On a vu tous les différents codes, comment ils sont exploités, utilisés, réutilisés et comment la maison les fait vivre en fait à travers toutes ces années. C'est fantastique. Alors, est-ce qu'on a des questions? On a un commentaire de Tristan qui nous dit super passionnant. Pas de questions, je crois que tout a été dit. Merci beaucoup Véronique de Katie. Incroyable présentation. Votre bibliothèque est un véritable musée. Ah oui, oui, faut pas trop le dire parce que j'accumule beaucoup et mon entourage me remet dans le droit chemin de temps en temps. Alors, on a une question. Ouais. Selon vous, quel est l'archétype de la femme Chanel? Voilà. Alors, la femme Chanel, c'est une femme en mouvement. C'est ça qui est très important. C'est une femme, en fait, qui a besoin de fluidité, qui a besoin de vitesse, parce qu'il faut jamais oublier que Chanel, elle s'est émancipée pendant la Première Guerre mondiale. Or, la Première Guerre mondiale, c'est les femmes qui sont à l'arrière, qui font vivre et tourner le pays pendant que les hommes sont au front. Et ce sont des femmes qui vont demander une certaine émancipation, les fameux flappeurs. Donc, en fait, si vous voulez, quelque part, Chanel, c'est la speediness, c'est la rapidité. C'est pour ça que, par exemple, ces chaussures beige à bout noir, c'est pour être élégante, bien sûr, puisque c'est la base de la féminité. Mais ensuite, on est dans la rapidité pour pouvoir trotter sur un trottoir ou se déplacer sur un champ de course et ne pas abîmer, en fait, ses souliers. Donc, en fait, elle va beaucoup plus, si vous voulez emprunter, je vois les questions là qui arrivent, mais emprunter au vestiaire masculin. Par exemple, ses premiers pantalons, elle ne voulait pas monter en Amazon, par exemple. Donc, elle avait quand même une émancipation beaucoup plus que la femme Dior. La femme Dior, elle est comme Marie-Antoinette. On lui remet la taille très fine comme un bustier. Vous voyez, c'est un peu, c'est la majesté, c'est la féminité, la grâce, etc. Alors que la femme Chanel, elle peut être très jolie, mais elle a besoin de monter à cheval comme un homme avec des pantalons, un jet pur classique. Et donc, l'habit masculin va être là pour cela. Il y a beaucoup, le noir aussi est quand même présent chez les hommes. Donc, c'est une femme, la femme Chanel, c'est une femme active, en mouvement, toujours élégante, avec une idée de praticité. Alors que finalement, moi, je trouve que la femme Dior est une femme qu'on remet un peu avec un corset à la Marie-Antoinette, un peu pas sous cloche, mais je suis un petit peu dure avec la femme Dior, mais je ne suis pas sûre que la mode Dior, vous voyez, et tout ce que dit Dior sur la révolution, voilà, aujourd'hui, voilà, féministe, we should all be feminist. Je suis pas certaine à 100% que ce soit bien dans les racines. Voilà. Effectivement. Alors après, on avait une question de Juliette qui nous disait qu'entendez-vous par le numéro 5 a failli échapper à Chanel? Vous nous avez dit ça en fait pendant votre présentation. Je crois que c'est au moment où où vous parliez de Marilyn Monroe qui Ah oui. est mis en avant.
Donc, Alors, en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'en 2011, Dior a fait une offensive stratégique incroyable. Ils ont su que Chanel lançait Bleu de Chanel. Et donc, il y avait énormément, si vous voulez, d'achats médias et d'investissements qui étaient mis sur Bleu de Chanel. Donc, eux, ils en ont profité pour faire ce film incroyable avec Charlize Theron que vous voyez à Versailles, etc. D'accord? Pour J'adore. Hein, okay. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, les portes de Versailles s'ouvrent, c'est le catwalk, vous avez Charlize Theron, et on va rencontrer plein de stars. Et au milieu de ces stars, il y a qui? Il y a Marilyn qui débouche un flacon, qui est J'adore, qui le sent et qui trouve ça merveilleux. Et donc, en fait, il y a eu véritablement, si vous voulez, cette erreur, moi, je trouve, de Chanel. Chanel a toujours considéré que ses actifs étaient à eux et que tout le monde savait tout sur Chanel et que Marilyn était en 1956 associée à Chanel parce que on lui avait demandé avec quoi allez-vous vous coucher, juste quelques gouttes de numéro 5. Eh bien, Chanel n'avait pas communiqué là-dessus et ils se sont fait piquer Marilyn par Dior et ils n'avaient pas communiqué sur la petite robe noire et ils se sont fait piquer la petite robe noire la même année par Guerlain. Donc, ça n'est pas parce que vous avez des éléments d'un mythe qu'il ne faut pas les rappeler au public en permanence. Et à mon avis, là, il y a eu un peu une erreur de Chanel, mais il n'y en a pas eu beaucoup dans leur carrière, donc c'est pas trop mal. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci beaucoup. Alors là, on va prendre une dernière question parce qu'on arrive déjà à la fin de cette conférence digitale. C'est passé très vite. Alors, après l'émancipation des femmes, selon vous, Chanel est-elle prête pour la représentation des hommes dans le soin et le maquillage? Alors, c'est une super bonne question. Alors ça, c'est une très, très bonne question parce que l'extension, si vous voulez, sur les hommes, elle se pose énormément. En fait, Chanel, elle a beaucoup, beaucoup emprunté au vestiaire masculin. Par exemple, pour monter à cheval, elle avait un jumper qui était un pantalon de palefrenier, etc., etc. Mais Chanel n'a jamais lancé de gamme homme. Ils ne sont pas allés, il y a du maquillage un peu pour hommes aux États-Unis avec Boy et autres, mais ils ne sont pas allés sur ce territoire-là, ce qui est assez malin parce que ça permet, si vous voulez, d'emprunter énormément les lignes simples, droites, la lavalière, le noir, le blanc au vestiaire masculin sans trop finalement aller sur ce territoire-là. Maintenant, je pense que peut-être il serait peut-être temps d'intégrer non pas des éléments très masculins dans la mode et tout. Je pense qu'il ne faut pas changer de stratégie, mais pour la beauté, ça vaudrait le coup. Parce que quand vous voyez le succès de Bleu de Chanel, quand vous voyez également aujourd'hui finalement la mixité de beaucoup de produits, le fait que les hommes se mettent des crèmes teintées, des fonds de teint, ils ont bien raison parce qu'ils sont beaucoup plus beaux comme ça. Moi, je trouve ça génial. Voilà, et qui prennent soin d'eux et qui sont un peu groomés. Je pense que la maison Chanel, avec sa rapidité, avec sa simplicité et avec ses couleurs aussi un peu beige et autres, aurait intérêt à aller beaucoup plus loin sur ce territoire-là, en commençant peut-être par des accessoires, puis après, que sais-je, hein. Voilà. D'accord. Et peut-être. Pour conclure, on va utiliser la remarque de Myriam qui nous dit « Le baume de Dior pour hommes était très bien mis en avant, un bel exemple à suivre ». Donc, ça rejoint ce que vous dites. C'est très chouette, très juste. Voilà, mais on est entre spécialistes avec vous tous. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. C'était un très bon moment. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, comme je vous ai dit, nous serons présents avec YPB au Make Up in Paris. Et puis, pour conclure, encore merci Véronique. C'était Merci Pauline, merci à toute l'équipe, à tous ceux que je connais, que j'ai eu un peu comme étudiant. Vous me manquez et c'était un grand bonheur pour moi de passer cette petite heure avec vous tous. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.